j'ai vu ma mère, cette femme que j'adorais plus que tout, s'envoler pour les Maldives avec l'argent de mon père mort, pendant que je payais ses factures médicales imaginaires. Elle m'a volé non seulement 177 000 €, mais aussi la dernière illusion d'une famille unie et pour ça, je l'ai brisée, pierre par pierre, sans un regret. Si l'amour filial est un contrat, le mien s'est transformé en vendetta, et personne n'aurait pu m'arrêter. Les vagues de la Méditerranée léchaient les quais de Nice comme des langues affamées, et moi, Élise Moreau, 32 ans, je fixais l'écran de mon ordinateur portable, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes. C'était un mardi ordinaire de juin, l'air chargé d'iode et de promesses estivales, quand l'email est arrivé à un accusé de réception bancaire anodin, glissé dans ma boîte comme un serpent dans l'herbe haute. Transfert international, 177 000 € vers un compte offshore aux Maldives. Bénéficiaire, Odile Moreau. Ma mère. Mon héritage. Le legs de papa, que j'avais mis de côté pour ses soins, pour cette chirurgie cardiaque qu'elle jurait inévitable. Je relis l'email 3 fois, les doigts tremblants sur le clavier, sentant une nausée acide remonter de mon estomac. Pas de chirurgie. Pas de cardiologue paniqué au téléphone, pas de chambre d'hôpital stérile avec des moniteurs bipant comme des bombes à retardement. Juste un billet d'avion pour un resort 5 étoiles, des selfies sur Instagram, des selfies que j'avais vus, bêtement, en scrollant distraitement pendant ma pause café. Elle, radieuse, en bikini blanc, un cocktail à la main, posant devant un lagon turquoise. Vacances thérapeutiques, avait-elle écrit en légende. Thérapeutique. Le mot me brûlait maintenant comme de l'acide sulfurique. Je me souviens encore de la voix de papa, rauque et essoufflée, lors de notre dernière conversation, 3 ans plus tôt, dans la cuisine étroite de notre appartement à Marseille. Élise, ma chérie, si je pars, cet argent est pour toi. Pour ton avenir. Pas pour des chimères. Il toussait, ses yeux bleus voilés par la morphine, et j'avais promis, la gorge serrée, de veiller sur maman. Odile, la veuve éplorée, la fragile Odile qui pleurait des nuits entières après l'enterrement, qui s'accrochait à mon bras comme une noyée à une planche. J'avais vendu l'appartement familial pour payer ses thérapies, ses consultations, ses urgences. 177 000 €. Toute ma sécurité, mon parachute pour une vie que je n'avais pas encore construite, un job de graphiste freelance précaire, un loyer qui me rongeait les nerfs, un petit ami qui avait filé aux premières alertes de crise. La rage est montée d'abord comme une fièvre sourde, un picotement dans les veines, puis elle a explosé, un feu d'artifice noir dans ma poitrine. J'ai claqué l'ordinateur, renversant ma tasse de café sur le bureau, le liquide brun coulant comme du sang sur les factures empilées. Salope, ai-je murmuré, les dents serrées, et le mot a goûté le fiel, libérateur et toxique à la fois. Ma mère, cette actrice de pacotille, avait transformé notre deuil en spectacle, et moi, la fille dévouée, j'étais le dindon de la farce. J'ai attrapé mon téléphone, les doigts volants sur l'écran pour composer son numéro. Sonnerie. Sonnerie. Voicemail. Maman, c'est Élise. Appelle-moi. Immédiatement. Mais elle n'a pas appelé. Pas ce soir-là, ni le lendemain. Au lieu de ça, une carte postale est arrivée 3 jours plus tard, postée de Malais, avec une vue idyllique d'un atoll, et son écriture penchée, presque enfantine, ma puce, le soleil guérit tout. Bientôt de retour. Bisous, maman. Guérit tout. J'ai déchiré la carte en 1000 morceaux, les éclats voltigeant comme des confettis maudits dans le vent du port. C'est là que la vengeance a germé, pas comme un plan froid et calculé, mais comme une racine vorace s'enfonçant dans la terre meuble de mon âme blessée. Je ne voulais pas juste la confronter, je voulais qu'elle ressente ce vide, cette trahison viscérale qui me rongeait. Qu'elle goûte à la solitude que son égoïsme avait semée. Les jours suivants se sont étirés en une brume de colère contenue. Je travaillais mécaniquement, mes designs graphiques sortant de mes doigts comme des automates, mais mon esprit bouillonnait. J'ai fouillé ses comptes en ligne, j'avais accès, bien sûr, en tant que gestionnaire de crise familiale. Des hôtels de luxe à Paris avant le voyage, des bijoux chez un joaillier de la Riviera, des dîners dans des restaurants étoilés où elle postait des photos de foie gras et de vin millésimés. Chaque découverte était une lame qui s'enfonçait plus profond, taillant dans la chair tendre de ma confiance. Et papa? Son fantôme planait au-dessus de tout ça, ses yeux accusateurs dans les photos jaunies que je ressortais des tiroirs. Protège-la, Élise. Elle est fragile. Fragile comme un coffre-fort bourré de billets. Une nuit, incapable de dormir, j'ai ouvert un carnet neuf,
le stylo griffonnant furieusement sous la lampe de chevet. Phase 1, l'isolement. Pas de violence physique, non, ça serait trop facile, trop vulgaire. Ma revanche serait psychologique, un scalpel finement aiguisé, disséquant ses mensonges couche par couche. J'ai commencé par bloquer ses cartes de crédit, prétextant une erreur bancaire dans un email poli. Puis, j'ai annulé ses abonnements à téléphone, internet, même son yoga en ligne. Petit à petit, je l'étranglerai avec le silence, le doute, l'abandon qu'elle m'avait infligé. Et quand elle rentrerait, brisée, suppliante, je serais là, impassible, à récolter les fruits de sa propre moisson. Mais la rage n'était pas seulement colère, c'était une révélation. Pour la première fois, je voyais Odile non comme une mère, mais comme une femme égoïste, manipulatrice, une survivante qui piétinait les tombes pour danser sous les tropiques. Et moi? J'étais sa création, forgée dans le feu de son narcissisme, prête maintenant à l'embraser à mon tour. Les rues de Nice s'étendaient sous ma fenêtre, animées de rires et de klaxons, mais dans ma tête, un orage se levait, tonnerre après tonnerre. Le voyage de maman n'était pas une escapade, c'était une déclaration de guerre. Et je venais de signer ma reddition inconditionnelle. Le retour d'Odile a été un cirque pathétique, digne d'une pièce de boulevard ratée. Elle a atterri à l'aéroport de Nice un jeudi pluvieux, traînant une valise Louis Vuitton cabossée, les cheveux en bataille et les yeux rougis pas par les larmes, non, par l'épuisement d'un jet lag mal géré et peut-être une gueule de bois persistante. J'étais là pour la chercher, garé sur le parking bondé, le moteur ronronnant comme un chat prêt à griffer. Mon plan était clair, accueil froid, questions précises, pas de câlin larmoyant. Mais quand elle m'a vu, traversant la foule avec son sourire forcé, quelque chose en moi s'est fissuré, pas de pitié, non, juste une nausée renouvelée. Élise, ma chérie, a-t-elle lancé, les bras tendus, comme si rien n'avait changé. Elle puait le sable chaud et le parfum bon marché, un mélange écœurant qui m'a fait reculer d'un pas. J'ai esquissé un sourire crispé, attrapant sa valise sans un mot, et nous avons marché vers la voiture en silence, rompu seulement par ses babillages sur les massages divins et les couchers de soleil inoubliables. Inoubliable. Le mot m'a piqué comme une aiguille. Pendant qu'elle sirotait des pina coladas, j'avais passé des nuits blanches à éplucher des relevés bancaires, à reconstituer son itinéraire de traîtresse jet-setteuse. Dans la voiture, sur l'autoroute vers Marseille, j'ai lâché la bombe. Maman, j'ai vu les transferts. Les 177 000 €. Pour ton traitement en point. Ma voix était plate, un scalpel émoussé, mais elle a suffi. Son visage s'est décomposé, les rides autour de sa bouche se creusant comme des tranchées de guerre. Quoi? Élise, ce n'est pas c'était pour me soigner, tu sais, le stress, le cœur. Elle bafouillait, ses mains jointes sur ses genoux, un geste théâtral que j'avais vu 100 fois lors de ses crises. Mais cette fois, je n'ai pas mordu à l'hameçon. Le cœur? Il n'y a pas eu de cardiologue, pas d'hôpital. Juste un bungalow sur pilotis et un amant philippin, d'après tes tags Instagram. Le silence qui a suivi était électrique, chargé d'un orage invisible. Elle a éclaté en sanglots, des hoquets théâtraux qui auraient attendri n'importe qui d'autre. C'était une erreur, ma puce. Papa m'avait laissé si seul, et cet argent. C'était pour revivre, pour guérir. Tu comprends, n'est-ce pas? Comprendre? J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, imaginant ses os se briser sous la pression. Guérir? Tu m'as volé mon avenir pour un bronzage et des selfies. Papa t'aurait craché dessus. Les mots ont jailli, venimeux, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, pas la culpabilité, non, la peur primale d'une proie acculée. À la maison, notre petit appartement du Panier, quartier labyrinthique de Marseille imprégné d'odeurs d'épices et de mer, l'interrogatoire a continué. J'ai sorti les impressions de mai, les captures d'écran, disposées sur la table comme des pièces à conviction dans un polar français. Elle a nié d'abord, puis supplié, puis accusé, c'est toi qui as tout compliqué avec tes doutes. Si tu m'avais fait confiance. Confiance. Le mot m'a fait rire, un rire sec, hystérique, qui a ricoché contre les murs jaunis. Confiance? Tu m'as menti pendant des mois, pendant que je vendais tout pour te sauver au point. Les flashbacks affluaient, les nuits où je dormais sur le canapé de l'hôpital, feignant le sommeil pour ne pas craquer, les appels à 3 heures du matin, sa voix chevrotante, Élise, j'ai mal, viens. Et moi, filant comme une idiote, laissant mon propre monde en miettes. Cette nuit-là, après qu'elle se soit effondrée dans son lit,
pleurant comme une madeleine, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et ouvert mon carnet. Phase 2, le miroir. Pas de cris, pas de fureur explosive trop prévisible. Au lieu de ça, je lui renverrai son reflet, déformé par ses propres mensonges. Le lendemain matin, j'ai commencé par des questions anodines au petit déjeuner, sur le café noir et les croissants rassis. Raconte-moi le voyage, maman. Les détails. Qui était avec toi? Elle a hésité, mâchant lentement, et j'ai vu les fissures, les pauses trop longues, les regards fuyant vers la fenêtre où la vieille Charité se dressait comme un témoin muet. Petit à petit, j'ai reconstitué l'histoire, pas la sienne, la vraie. Des amis communs, des ragots glanés au téléphone, l'amant, un certain Raoul, un escroc de passage, les dettes qu'elle avait cachées, payées avec mon sang. Chaque révélation était une brique dans le mur que je construisais autour d'elle. J'ai commencé à oublier ses médicaments, ceux qu'elle jurait essentiels pour son cœur fragile, et à noter ses plaintes dans un journal que je lisais à voix haute le soir, comme un psychologue impitoyable. Aujourd'hui, tu as dit avoir mal à la poitrine. Est-ce comme quand tu étais à la plage, ou pire? Ses yeux s'écarquillaient, la paranoïa s'insinuant comme un poison lent. La psychologie humaine est une machine fragile, et Odile en était l'exemple parfait, une femme qui avait survécu à un mariage tiède, à la mort d'un mari distant, en se drapant de victimisation. Mais je la dépouillais de ça, couche par couche, la forçant à affronter le monstre dans le miroir. Mes nuits étaient hantées par des rêves où papa applaudissait, spectral, depuis les ombres, mes jours, un balai de sourires faux et de silence pesant. Marseille bruissait autour de nous, les marchés aux poissons puants en l'iode, les ruelles où les pêcheurs chantaient des airs provençaux, mais dans notre bulle, une guerre intime faisait rage. Et je gagnais, terrain par terrain, sentant le pouvoir m'enivrer comme un vin corsé. Pourtant, au fond, une voix murmurait, et si c'était moi, la folle? La fille qui transformait le chagrin en scalpel? Mais je l'étouffais, la noyais dans la marée de sa trahison. Odile n'était plus ma mère, elle était l'ennemi, et la revanche, mon salut. Bientôt, le climax approcherait, et elle implorerait haut, comme elle implorait. Les semaines suivantes ont été un lent étranglement, un balai macabre où chaque pas était calculé pour la faire douter de sa propre réalité. J'avais lu Freud un été à la fac, lors d'une pause forcée par une dépression passagère, les mécanismes de défense, les projections, les névroses qui nous rongent de l'intérieur. Odile en était un cas d'école, une hystérique refoulée, masquant son vide par des mensonges grandioses. Et moi, sa fille, je devenais son analyste sadique, disséquant ses failles avec une précision chirurgicale. Tout a commencé innocemment, ou du moins je fais paraître ainsi. Un matin, en fouillant accidentellement dans ses affaires sa commode en chêne patiné, imprégnée d'odeur de lavande fanée, j'ai découvert une lettre froissée. Pas une vraie, bien sûr, je l'avais rédigée moi-même, sur du papier à lettres jaunies acheté en brocante au Vieux-Port. Cher Odile, ton silence me tue. Reviens-moi, Raoul. Signé d'une main tremblante, imitant son amant fantôme. Je l'ai laissé traîner sur la table du salon, et quand elle l'a vu, son visage a viré au cire pâle, comme si un fantôme provençal l'avait giflé. Élise, qu'est-ce que... Sa voix chevrotait, les yeux rivés sur le papier comme sur un serpent. J'ai feint l'innocence, haussant les épaules en remuant mon thé. Dans tes affaires, maman. Un oubli de voyage? Elle a balbutié, niant d'abord, puis accusant le vent, le destin. Mais la graine était plantée, le doute, ce ver qui ronge l'âme. Ce soir-là, elle a fouillé ses propres tiroirs, paniquée, et j'ai entendu ses sanglots étouffés à travers le mur fin, un requiem pour son illusion de contrôle. J'ai amplifié le jeu. Des appels anonymes, ma voix déformée par une app gratuite, chuchotant des reproches sur Raoul, sur l'argent emprunté. Tu croyais que je ne saurais pas pour les 177 000? Élise est au courant, maintenant. Elle raccrochait, tremblante, et me bombardait de questions, c'était qui? Qu'est-ce qu'il voulait? Je jouais l'incompréhension, les yeux écarquillés, un faux numéro, sans doute. Mais bizarre, non, avec ton histoire. Petit à petit, ses nuits se peuplaient de cauchemars, elle sursautait au bruit des pas dans l'escalier, vérifiait 10 fois les serrures. Marseille, avec ses ombres longues et ses ruelles tortueuses, devenait son purgatoire personnel. La psychologie de la trahison est un labyrinthe, d'abord le déni, puis la culpabilité, enfin la paranoïa qui vous isole. Odile s'enfonçait, évitant les sorties, commandant en ligne pour ne pas affronter le monde. Je l'observais, notant chaque fissure, les cernes sous ses yeux,
autrefois masqué par du maquillage Dior, les ongles rongés jusqu'au sang. Tu as l'air fatigué, maman. C'est le cœur, demandai-je, sucré comme du miel empoisonné. Elle hochait la tête, muette, et je sentais le pouvoir pulser en moi, une drogue plus forte que n'importe quel cocktail maldivien. Mais la revanche n'était pas gratuite, elle était cathartique. Chaque mensonge qu'elle avouait par bribes, lors de dîners tendus où l'agneau rôti prenait un goût de cendre était une libération pour moi. Raoul? Juste un flirt innocent, Élise. Pour combler le vide. Innocent. J'ai ri intérieurement, imaginant papa, cet homme droit comme un cyprès, se retournant dans sa tombe au cimetière de la Ciotat. Le vide, c'était son mantra, et elle l'avait rempli avec mon sang, mon sueur, mes rêves reportés. À 32 ans, je n'avais pas d'enfant, pas de maison, juste un studio exigu et des dettes estudiantines. Et elle? Une croisière dans l'océan Indien. J'ai introduit des alliés involontaires, une voisine curieuse, Madame Leclerc, la commère du quartier, à qui j'ai glissé des ragots sur les dettes de Madame Moreau. Bientôt, les regards en coin au marché, les murmures derrière les étals de calisson. Odile s'est recroquevillée, évitant les courses, me suppliant d'y aller à sa place. Les gens parlent, Élise. Ils savent pour l'argent. Savent. Le verre rongeait plus profond. Et moi, je hochais la tête, compatissante, c'est dur, hein? Mais on surmontera ça ensemble. Ensemble. Le mot sonnait faux, comme un écho moqueur. Une nuit, elle a craqué. Assise à la table, un verre de pastis à la main, sa faiblesse provençale, elle a tout déballé, le mensonge sur la chirurgie, inventé pour me tester, pour voir si j'étais vraiment là pour elle. Le voyage, un cri de liberté après des années de mariage fade. Ton père ne me touchait plus, Élise. J'étais invisible. Invisible. J'ai écouté, impassible, sentant la rage se muer en une tristesse froide, comme la tramontane qui balait la Camargue. Et moi? Étais-je invisible quand je payais tout? Elle a baissé les yeux, vaincue. Victoire. Mais creuse, comme un fruit pourri. Pourtant, je n'ai pas arrêté. La phase suivante se profilait, l'humiliation publique. J'ai contacté un avocat, un vieil ami de papa, discret, et efficace pour geler formellement les restes du compte. Fraude familiale, ai-je murmuré au téléphone, et il a acquiescé sans juger. Odile l'apprendrait bientôt, et avec ça, la fin de son petit monde. Marseille continuait son train-train, les ferries vers les calanques, les accents chantants des dockers, mais pour nous, le drame se nouait, fil par fil, vers un climax inévitable. Et dans mes rêves, papa souriait enfin. L'humiliation a frappé comme une vague scélérate, emportant Odile dans ses remous sans lui laisser une bouée. C'était un vendredi de marché, le cours Julien grouillant de hipsters et de retraités, l'air saturé d'odeurs de soca et de peinture fraîche. J'avais orchestré la scène avec soin, un appel anonyme à la banque, prétextant une alerte fraude, pour que son compte soit bloqué net. Puis, un email à ses amis et ses vipères du bridge hebdomadaire détailant les faits, avec pièces jointes, relevés, photos de plage, la lettre de Raoul que j'avais trouvée. Elle est sortie ce matin-là, malgré mes avertissements fins, reste, maman, tu as l'air pâle, poussée par un besoin désespéré de normalité. Au stand de fruits, près des cagettes d'oranges sanguines, ça a éclaté. Une voix nasillarde, celle de Colette, sa meilleure amie, Odile, c'est vrai pour l'héritage? 177 000 € pour un gigolo aux Maldives? Et Élise qui paie tout? Les têtes se tournent, les murmures s'amplifient comme un essaim d'abeilles enragées. Odile blêmit, sa corbeille de légumes tombant au sol dans un roulement de pommes de terre. C'est faux. Élise, dis-leur, crie-t-elle, me cherchant du regard dans la foule. Mais je n'étais pas là, j'observais de loin, caché derrière un étal de fromage, le cœur battant d'un mélange de triomphe et de nausée. Elle rentre en titubant, les joues striées de larmes, claquant la porte si fort que le plâtre du plafond saupoudre le sol. Comment as-tu pu? Ces emails. C'était toi, hurle-t-elle, brandissant son téléphone comme une arme. Je suis assise sur le canapé, un livre ouvert, un polar de Fred Vargas, ironiquement, feignant la surprise. Moi? Maman, je n'ai rien dit. Peut-être que la vérité rattrape tout le monde. Elle s'effondre à genoux, un geste théâtral qui autrefois m'aurait fait fondre, mais maintenant? Juste un écho vide. Je suis ruiné, Élise. La banque. Ils ont tout gelé. Je n'ai plus rien. Rien.
Le mot résonne comme un glas. Elle pleure, des sanglots gutturaux qui secouent son corps frêle, et pour la première fois, je vois la femme derrière le masque, une Odile usée, ridée par les soleils trop vifs et les mensonges trop lourds. Une part de moi, cette fille aimante, enterrée sous des couches de fureur, veut tendre la main. Mais je me retiens, les ongles enfoncés dans les paumes. Tu m'as laissé avec rien, maman. Ton rien est un luxe comparé au mien. Elle lève les yeux, implorant, pardonne-moi. Je te rembourserai. Tout. Rembourser. Avec quoi? Ses regrets? La phase suivante est la plus cruelle, l'abandon simulé. J'ai préparé un sac vêtements, passeport, un billet d'avion pour Paris, prétexte d'un nouveau job, et l'ai annoncé un soir, autour d'un dîner de bouillabaisse fade, la soupe de la discorde provençale. Je pars, maman. Demain. Je ne peux plus. Avec tout ça. Ses yeux s'écarquillent, la cuillère suspendue. Pars? Mais où? Et moi? Moi. Toujours moi. Seul, comme tu l'as été pour moi ces derniers mois. Le silence s'étire, poisseux, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau de papa. Elle supplie toute la nuit, tapant à ma porte, des promesses en rafale, thérapie de couple, ironique, restitution, impossible, amour éternel. Je reste muette, dos au mur, écoutant ses gémissements comme une berceuse tordue. Au matin, je pars en réalité, pour un hôtel anonyme du Vieux-Port, observant via une caméra cachée que j'ai installée subrepticement. L'appartement se mue en tombeau, elle erre en peignoir, fouillant les placards vides, appelant des fantômes Raoul, ses amis, même papa. Aide-moi, Henri. J'ai tout gâché. Les appels affluent sur mon portable jetable, reviens, Élise. Sans toi, je suis perdu. Perdu. Le mot me frappe, écho de mes propres nuits solitaires après l'enterrement. Mais la pitié est un poison lent, je l'ai éradiqué. Au lieu de ça, j'envoie des textos cryptiques, trouve ton propre chemin, comme tu m'as appris. Elle sombre, je le sais par les images granuleuses, verre de vin vidé à la chaîne, pilules avalées à la hâte, pas une tentative, non, juste un effondrement. Marseille, ville de contraste, reflétait notre drame, le soleil implacable sur les calanques turquoises, masquant les abysses sombres en dessous. J'errais dans les rues, visitant les lieux de mon enfance, le fort Saint-Jean, où papa m'emmenait pêcher des souvenirs, la basilique Notre-Dame de la Garde, dominant la ville comme un juge silencieux. Était-ce de la justice, ce que je faisais? Ou juste une vengeance mesquine, un cycle de douleur que je perpétuais? Les doutes me rongeaient, mais la rage les balayait, vague après vague. 5 jours plus tard, elle craque pour de bon. Un appel désespéré, viens, Élise. J'ai fait une bêtise. Le cœur. Vraiment, cette fois. Faux, bien sûr, j'avais vérifié auprès du médecin de famille. Mais je rentre, le sac à l'épaule, feignant l'inquiétude. Elle est recroquevillée sur le sol, pâle comme un linceul. Pardon, murmure-t-elle. Pardon. Le mot que j'attendais. Mais au lieu de l'absoudre, je m'assois à côté d'elle, et pour la première fois, je raconte mes nuits blanches, mes rêves brisés, le fantôme de papa qui me hante. Tu m'as tué, maman. Lentement. Elle écoute, brisée, et dans ses yeux, je vois le reflet de ma propre douleur, miroir impitoyable. La revanche atteint son pic, pas une explosion, mais un effondrement mutuel. Nous pleurons ensemble, pour la première fois depuis des années, un torrent salé qui lave les plaies. Mais est-ce la fin? Non, le drame psychologique ne s'achève pas si net, il laisse des cicatrices, des ombres qui dansent éternellement. Le pardon est un mirage dans le désert de la trahison, et le mien n'était qu'une oasis empoisonnée. Après cette nuit de confession larmoyante, Odile et moi avons feint une trêve fragile, comme deux boxeurs sonnés dans les cordes, haletant entre les rounds. Marseille reprenait son pouls effréné et les apéros prolongés sur les terrasses de la plaine, les rires des enfants dans les jardins publics, mais chez nous, l'air était lourd, chargé d'un silence qui pesait comme du plomb. J'avais gagné la bataille, mais la guerre psychologique laissait des ruines, ses yeux hagards, mes sourires forcés, et entre nous, un gouffre que ni les mots ni les câlins ne pouvaient combler. J'ai relâché la pression, petit à petit débloquant le compte avec une allocation mensuelle maigre, juste assez pour le pain et le pastis, pas pour les extravagances. On recommence à zéro, maman, ai-je dit, et elle a hoché la tête, reconnaissante, comme un chien battu. Mais intérieurement, je bouillonnais encore, la rage n'était pas éteinte, juste couvée, attendant le prochain foyer.
les séances chez le thérapeute, un homme bourru du centre-ville, avec une barbe grisonnante et un accent marseillais rocailleux, était un théâtre à deux visages. Elle y allait pour guérir son cœur, moi pour disséquer le sien. « Racontez-moi votre mère, Élise, me demandait-il, et je déversais, l'enfance volée par ses caprices, les anniversaires oubliés pour des dîners mondains, le deuil de papa monopolisé par ses lamentations. » Odile, de son côté, se confiait en aparté, « Élise me hait, docteur. À cause de l'argent. » N. Le mot me traversait comme une lame quand elle le répétait, innocemment, lors de nos déjeuners post-séance. Mais je souriais, versant du rosé dans nos verres, pas de haine, maman. Juste. Déception. Déception. Un euphémisme pour le volcan qui grondait en moi. La revanche évoluait, plus physique, plus insidieuse. J'ai commencé à oublier des détails, ces rendez-vous médicaux, les anniversaires d'amis réconciliés, la laissant naviguer seule dans un monde qui l'avait rejetée. Elle trébuchait, appelait en panique, « Élise, j'ai raté le bus pour l'hôpital. » Et moi, patiente, prends un taxi. Tu gères. La psychologie de la dépendance est cruelle, on brise l'indépendance pour mieux la reconstruire à son image. Odile s'accrochait à moi comme une algue à un rocher, ses besoins devenant les miens, cuisiner pour elle, l'escorter au marché, même choisir ses vêtements. « Tu es ma sauveuse, murmurait-elle, et chaque fois, une pointe de triomphe me picotait. Sauveuse. Ironie du sort, j'étais sa geôlière, déguisée en ange. Les nuits, seul dans mon lit, je revivais le voyage en boucle, ses photos ensoleillées sur mon écran, symbole de son égoïsme radieux. 177 000 €, pas juste de l'argent, mais le symbole de mon enfance sacrifiée, de mes études écourtées pour subvenir à ses urgences. Un incident a failli tout faire basculer. Une lettre de Raoul Ovray, cette fois, glanée via un détective privé que j'avais engagé en secret. « Odile, tu me dois encore 5 000 pour le silence. Sinon, Élise saura tout sur nos nuits. » Elle l'a lu en tremblant, la cachant dans sa corbeille à linge, mais je l'ai trouvée, bien sûr. Confrontation au salon, sous la lumière crue d'une ampoule nue, « Encore lui ? Combien de mensonges, maman ?» Elle s'est effondrée, avouant les détails sordides, les nuits volées dans le bungalow, l'argent dilapidé en cadeau pour un amant qui l'avait saigné à blanc. C'était pour me sentir vivante, pleure-t-elle. Vivante. À mes dépens. La rage a ressurgi, pure, incandescente. J'ai claqué la porte, errant dans les rues sombres du Panier, où les graffitis criards et les bars enfumés hurlaient ma fureur intérieure. Était-ce ça, la limite? La frontière entre vengeance et folie? Le thérapeute l'avait prédit, la colère non résolue devient autodestructrice, Élise. Autodestructrice. Je l'ai rappelé à l'aube, la voix rauque augmentait les séances. Pour nous deux. Mais au fond, je savais, ce n'était pas pour guérir, mais pour aiguiser le scalpel. Le climax s'est approché lors d'une visite au cimetière, un dimanche pluvieux où la mer Méditerranée mugissait comme un deuil inassouvi. Papa reposait sous une pierre simple, gravée Henri Moreau, marin d'un jour. Odile et moi, parapluie claquant au vent, avons déposé des chrysanthèmes fanés. « Il te pardonnerait, ai-je dit, et elle a hoché la tête, les larmes se mêlant à la pluie. Et toi, a-t-elle murmuré. Toi. La question qui rongeait tout. J'ai hésité, le cœur serré, et pour un instant, la façade a craqué, je ne sais pas, maman. Pas encore. De retour à la maison, l'orage intérieur a éclaté. J'ai fouillé ses affaires à encore, trouvant un billet de retour aux Maldives, caché dans une doublure de valise. Non utilisé, mais planifié. Tu allais recommencer, ai-je hurlé, le papier déchiré en confetti dans ma main. Elle a nié, supplié, mais c'était trop tard. La trahison, éternelle. J'ai appelé l'avocat, transféré tout à mon nom. Définitivement. Elle a entendu, c'est figé, Élise. Non. Si. La fin de la dépendance, la naissance de sa solitude absolue. Marseille scintillait sous la pluie, un diamant noir, et moi, je me tenais au bord du précipice, prête à sauter. La revanche n'apportait pas la paix, elle creusait le vide. Mais au moins, il était mien. La solitude d'Odile s'est installée comme une brume automnale sur la rade de Marseille, épaisse et suffocante, engloutissant tout ce qui restait de notre lien. Après le transfert final 177 000 € rendu à leur légitime propriétaire, moi, elle a quitté l'appartement du Panier un matin gris, traînant un sac poubelle rempli de vêtements froissés et de regrets non dits.
Je vais chez tante Louise, à Aix, a-t-elle marmonné, évitant mon regard, comme si mes yeux étaient des miroirs trop crus. Je n'ai pas protesté, pas tendu la main, juste un au revoir sec, la porte claquant comme un point final. Les premiers jours sans elle ont été un vide hurlant, un silence assourdissant rompu seulement par le bourdonnement des néons de mon studio. J'ai repris mon travail, mes designs graphiques pour des pubs locales et des affiches pour le festival de jazz, colorées et joyeuses, en contraste criant avec l'ombre en moi. La vengeance accomplie laissait un arrière-goût amer, comme un café trop infusé, triomphe pyrrhique, où la victoire coûte plus que la défaite. Je revoyais son visage au cimetière, plissé par la pluie et la défaite, et une culpabilité insidieuse rampait. Étais-je la fille monstrueuse, ou juste l'héritière d'un cycle toxique? Les appels ont cessé après une semaine, remplacés par des textos sporadiques. Ça va, ma puce? Ici, c'est calme. Calme. Chez tante Louise, dans sa villa au volet vert d'Aix-en-Provence, entourée de fontaines chantantes et de marchés aux herbes fraîches. Je répondais laconiquement, bien. Travail. Travail. Mon mantra, pour noyer les nuits où le fantôme de papa me visitait, accusateur, tu l'as brisé, Élise. Comme elle t'a brisé. Brisé. Oui, mais recollée, plus forte, avec des fissures dorées comme dans la kintsugi japonaise que j'avais admirée un jour au Mucem. Odile a refait surface un mois plus tard, lors d'une visite surprise frappant à ma porte un après-midi ensoleillé, les cheveux teints en blond vénitien, un sourire fragile aux lèvres. Je voulais te voir. Pour de vrai. Nous nous sommes assises sur le balcon exigu, dominant les toits ocres du quartier, un thé à la menthe fumant entre nous. Elle a parlé d'abord, la thérapie à Aix, les rêves hantés par Raoul et les Maldives, le poids de l'héritage comme une encre. J'ai compris, Élise. J'étais égoïste. Ton père. Il m'avait prévenu, ne la charge pas trop, Odile. Prévenu. Les mots de papa, que je n'avais jamais entendus. À mon tour, j'ai déballé, la rage qui m'avait consumé, le plaisir sadique de sa chute, et maintenant, ce creux au ventre, comme si j'avais amputé une partie de moi. Je t'ai puni pour guérir, maman. Mais ça fait toujours mal. Elle a pris ma main, ses doigts froids comme des galets de la calanque, et pour la première fois, des larmes sincères pas théâtrales ont coulé. On recommence? Pas comme avant. Mieux. Mieux. Le mot flottait, fragile, mais possible. La réconciliation n'a pas été un feu d'artifice, mais un lent réchauffement, comme le Mistral qui cède à la douceur méditerranéenne. Elle a trouvé un job vendeuse dans une boutique de lavande à Aix, envoyant des chèques modestes pour rembourser. Moi, j'ai voyagé pas aux Maldives, mais en Toscane, seul, marchant dans des cyprès centenaires pour guérir mes propres cicatrices. Marseille restait mon ancre, ses ports grouillants de vie me rappelant que le drame familial n'est qu'un chapitre, pas l'histoire entière. Pourtant, la psychologie humaine est un terrain miné, les ombres persistent. Lors d'un Noël réconcilié, sous les guirlandes clignotantes du vieux port, elle a glissé, et si on allait en croisière, ensemble? Pour oublier. Oublier. J'ai souri, mais intérieurement, la vigilance s'est réveillée à un tigre en cage. Peut-être. Mais cette fois, on paie moitié-moitié. Elle a ri, un rire clair, et pour un instant, j'ai vu l'ancienne Odile, la mère joyeuse des étés à Cassis, avant les mensonges. La fin de cette saga n'est pas une morale lisse, comme dans les contes français, c'est une paix précaire, tissée de fils barbelés. J'ai gelé de rage une fois, et ça m'a forgé plus dure, plus sage, plus humaine. Odile a payé, non en euros, mais en vérité brute. Et papa? Dans mes rêves, il hoche la tête, apaisé, tu as survécu, ma fille. Survivre. C'est tout ce qu'on demande, au bout du compte, dans ce théâtre cruel de la vie. Aujourd'hui, sous le soleil implacable de Provence, je marche seul sur la plage de la Pointe Rouge, les vagues léchant mes pieds comme des excuses murmurées. La mer est vaste, indifférente, et moi, je suis entière à cicatrices comprises. La revanche m'a libérée, mais le pardon, lui, m'a rendue vivante.